Merci. Alors j'ai une question toute simple. Quelles sont vos références en tant que réalisateur ou scénariste, que ce soit américain ou français? Ça, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre parce que ce serait disons une sorte de catalogue comme ça. Alors, puis vous savez, vous dire oui, j'aime beaucoup l'œuvre de Bergman. Je vous parlerai par exemple, tout récemment, là, je vois l'Apollonide de Bertrand Bonello, je trouve que c'est un très très beau film. J'aime beaucoup Christophe Honoré, ça n'a strictement rien à voir. Si on parle des films qui sont actuellement encore sur les écrans. Après, les cinéastes, disons, d'une autre époque qui ont pu m'inspirer. Si on regardait la comédie, je trouve que la comédie aujourd'hui est souvent de la mauvaise comédie. Alors évidemment, quand je vous dis, moi, quand je vois les Lubitsch, quand je vois les Frank Capra, quand je vois les Billy Wilder, et cette virtuosité, disons, narrative, cette rythmique et la déperdition que représentent aujourd'hui des comédies fastoches, bon, voilà, mais je pense que les temps sont plus les mêmes. On t'en a peu proposé. On t'en a peu proposé. Non. Bah écoutez, oui, si, c'est vrai que c'est pas ma spécialité numéro 1, mais moi je trouve que rien n'est plus difficile à mes yeux que de faire rire au cinéma. Inspiré, ou est-ce que vous vous êtes inspiré de vos anciens patients, ou même de vous-même, pour construire des personnages comme les personnages des voleurs, par exemple? Oui. Bah, non, ça, de toute façon, je ne livrerai aucun nom. Non, mais bon, alors après, quand on s'en inspire, c'est pas forcément des cas psychiatriques ou des cas cliniques dont on fait comme ça une fiche précise. Non, on s'inspire toujours. Vous savez, quand on écrit un roman, c'est pareil, de soi-même, de sa propre expérience. Disons que la très grande diversité, appelons ça comme ça, des personnes, des cas que j'ai pu rencontrer, donne beaucoup de liberté. Ça donne de la liberté parce que je sais que tout est possible et que oui, le mystère de la nature humaine est absolument infini et insondable. Mais d'autres beaucoup plus brillants que moi, comme Stéphane Zweig, s'y sont penchés. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les arrière-boutiques. On est tous névrosés d'une manière ou d'une autre. Donc, ma propre névrose, j'essaie d'adapter au monde d'aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on donne à voir, c'est l'apparence, et là-dessus Proust est absolument formidable, et le nombre de facettes de complexes dont chaque être humain est composé. Donc, si on était ce qu'on dit, ce serait très simple. Voilà. J'aurais aimé savoir si, je passe un peu du coq à l'âne, mais j'aurais aimé savoir si en tant que scénariste vous participez au tournage avec le réalisateur et si vous avez le droit un droit de regard sur, ou si vous donnez votre opinion si vous venez sur les tournages. Que le travail de scénariste, en principe, doit s'arrêter quand, pour la première fois, le metteur en scène dit moteur, action. Enfin bon, donc on n'a plus rien à faire sur un plateau. Sauf. Il y en a qui font des coutures. Oui, sauf si on a du rafistolage à faire. Donc il m'est arrivé une fois sur Les Égarés d'être appelé en urgence parce que des décors avaient changé, qu'il fallait donc faire des raccords, et donc c'est pas désagréable d'ailleurs. Et là, puis en plus j'avais une utilité. Sinon, on est sur où on est là pour vérifier ces dialogues, ce qui est le comble du ridicule, parce que moi je pars du principe que une fois le scénario lancé, vous savez cette très belle phrase de Tarkovsky qui dit « Un scénario doit mourir dans le film ».
mourir et renaître, en quelque sorte, mais il est fait pour ça. La finalité d'un scénario, c'est pas d'être publié, c'est de devenir un film, c'est de permettre à un réalisateur de réaliser un film. Donc ça, c'est la règle du jeu. Je pense qu'il faut l'assumer, l'assimiler. C'est parfois un travail de deuil un peu difficile parce que vous avez rêvé, quand vous écrivez, d'un film dont vous n'êtes pas le metteur en scène. Vous avez d'une certaine façon fait la mise en scène imaginaire d'un film en sachant que ce ne sera pas vous. Parce que quand on écrit une scène, c'est pas simplement une continuité dialoguée, c'est aussi une mise en scène imaginaire, parce que ces personnages qui parlent, qui vont devenir des comédiens, il faut que vous imaginiez que vous les déplacez dans l'espace. Je vous parlais des silences des dialogues tout à l'heure, mais ça peut être aussi une posture. Donc ils ont un corps, il faut imaginer ce corps, et ça c'est un travail qui n'appartient qu'aux scénaristes en vérité, et qui sera peut-être complètement explosé, déformé par le réalisateur. Donc vous rêvez d'un film, est-ce qu'on le rencontre à l'arrivée, est-ce qu'on est frustré, est-ce qu'on est déçu? Ça c'est une autre histoire. Moi je redeviens spectateur quand je vois le film auquel j'ai participé, et ma place n'est pas sur un plateau. Par contre elle peut l'être, généralement toujours d'ailleurs à la demande du réalisateur, au montage. Au montage, parce qu'au montage, on réécrit d'une certaine façon l'histoire. Enfin, on l'écrit autrement. Il y a des choses qui... le montage, c'est ce qui permet de valider le film et le scénario aussi. Alors, on voit au générique, donc il y a Michel Alexandre, on en a déjà parlé. Lui, c'est un ancien flic qui, pour ceux qui ne sauraient pas, a quand même écrit le scénario de L627 de Tavernier, du cousin de Corneau, et donc qui a collaboré au voleur. Est-ce que c'est essentiellement, sur la partie policière qu'il est intervenu, ou est-ce qu'il a été un petit peu plus avant effectivement dans l'écriture du scénario? Et puis autre question, on voit aussi le nom de Pascal Bonizère, qui d'ailleurs est venu il y a 2 ans, je crois, au Jeudi de l'Esra, et qui a été longtemps scénariste et qui maintenant a réalisé un certain nombre de films. Quelle est sa part et comment est-ce que vous avez fonctionné ensemble? Michel, je pense qu'André avait absolument besoin de la caution d'un flic ou d'un ancien flic, enfin, c'est un ex-flic qui est passé au scénario. Et c'est vrai que ça m'énervait beaucoup parce que tout ce que j'allais pêcher, moi, dans mes bars louches ou dans les commissariats, André n'y croyait pas. Tout ce qui sortait de la bouche de Michel Alexandre était du pain béni. Bon, bon, ça, c'est amusant aussi quand on occupe cette place qui est celui de documentaliste, en quelque sorte, pour phobique. Hein, c'est pas rien. Phobique parce qu'André lui-même, et c'est un secret d'État pour personne, André est donc un personnage qui n'aime pas prendre l'avion, n'aime pas prendre le métro, n'aime pas... Bon, il y a donc tous ces problèmes, disons, par rapport... et ces exigences par rapport à la réalité, ou ce qu'on appelle le réalisme, et son angoisse maximum, c'était que ça bidonne. Donc il fallait absolument obtenir l'adhésion d'André Téchiné. Il fallait qu'il dise « ouais, ça j'y crois, ça je peux y croire ». C'est Michel qui, par exemple, a eu l'idée, comme ça, d'une sorte de PME, le garage de la concession, qui fonctionne vraiment comme une petite entreprise familiale, et ça, c'était une très bonne idée. Bon, après, sur l'écriture proprement dite, André avait du mal parce que Michel parlait trop langage flic. Par exemple, un soum. Un jour, il nous balance. Un soum, c'est un sous-marin. Et donc, maintenant, quand on voit les polars, on sait à peu près, à la télévision, il en est fort question. Mais c'est vrai qu'à l'époque, toutes ces dénotations, disons, propres à la langue des flics, si vous en mettez trop, curieusement, le paradoxe de ce qui devrait être, au contraire, plus de vérité, c'est moins de vérité. C'est que ça bidonne, c'est-à-dire qu'on se dit, ouais, ils veulent parler comme, voilà. Hein, c'est comme si on voulait parler le langage des cités et qu'on s'applique de façon très scolaire disons, à parler comme ça. Enfin, bon, moi, je crois qu'il y a une autre langue à inventer.
Voilà, quant à Pascal, lui, il est intervenu tout à fait à la fin, à un moment où moi je n'en pouvais plus, j'étais au bord de la dépression nerveuse, parce qu'on avait du mal à s'en sortir, et c'est lui qui nous a donné un petit coup de pouce. Comme Daniel Auteuil, à un moment lui-même, était en grande dépression, je pense que les meilleurs thérapeutes pour les dépressifs, c'est les déprimés eux-mêmes. Oui, il venait de quitter Emmanuel Béard, ça se passait mal. Et nous-mêmes, on n'allait pas bien. On est parti écrire dans des conditions qui étaient royales à l'époque. C'était l'hôtel je me souviens de la Colombe d'Or, connu par Saint-Paul-de-Vence, Simone Signoret, Yves Montand, Picasso, tout ça. Enfin bon, hôtel de légende. Et là, on a passé 10 jours. Et c'est Daniel qui nous a donné un coup de fouet en disant allez, il faut y aller, il faut y aller. C'est très rare d'ailleurs que des comédiens qui deviennent des amis soient à ce point associés à un processus d'écriture. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Les seules combinaisons qui marchent, c'est quand il y a des conflits, quand les gens s'entendent très bien et quand ils s'aiment la main dans la main en se disant que puisqu'on est bien ensemble, ça fait pas un très bon film. Donc, si on parle d'un frère et d'une sœur, dans Les Voleurs en particulier, vous avez un frère et une sœur, et leur relation conflictuelle et sensuelle et amoureuse et tout ça, ça me paraît riche. Après, moi, j'ai pas vu le film de Julie Delpy là dont on nous parle en ce moment, qui fait ça, Skylab. Toute ressemblance avec votre propre famille serait l'effet d'une pure coïncidence. C'est sympa. Ça doit être sympa, c'est un film sympa, ça sent le film sympa d'ailleurs. Voilà, mais non, mais c'est des histoires de famille, c'est déjà beaucoup, parce que je pense que c'est là que tout s'origine, hein, c'est là que tout commence, c'est là que les névroses démarrent. Il n'y a pas plus. Je pense que la famille, c'est le terreau de toutes les fictions. Alors après, un père, une mère, vous avez 1000 portraits possibles d'un père et d'une mère. Bon, merci infiniment. Je crois que tu as un repas de famille, justement. Absolument, oui. Bonne soirée à tous.